Bonjour Didier Deschamps, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à Clairefontaine et on va commencer directement avec la première question. Donc pour commencer, vous disiez sur C'est à vous récemment que la force collective sera toujours plus importante que la force individuelle. Mais alors comment vous arrivez à faire passer ce collectif toujours au premier plan, aussi bien en tant que capitaine quand vous étiez joueur qu'en tant que sélectionneur? C'est la base de notre sport, de mon sport, le football. C'est un sport collectif, il y a des sports individuels qui fonctionnent différemment. Mais quand on est dans du sport collectif, et le football en fait entièrement partie, la notion de collectif est essentielle. Parce que là on est c'est valable à tous les niveaux, au niveau amateur aussi, mais au très haut niveau, parce que la qualité est là, chez vous, mais elle est aussi importante en face. Et à un moment, à qualité égale, c'est la qualité collective. Ce qui ne veut pas dire que c'est toujours la qualité individuelle qui fait la différence sur les matchs, en ce qui nous concerne, pour marquer des buts, mais la force collective et l'équipe, elle est toujours au-dessus, quels que soient les joueurs. Alors évidemment, il y en a qui seront plus ou moins décisifs, plus ou moins mis en lumière médiatiquement de par ce qu'ils font et surtout le poste qu'ils ont sur le terrain, mais ils s'inscrivent tous dans ce collectif, et le fait de chaque joueur avec sa propre force individuelle, de la mettre au service, de la réunir, de l'ajouter les uns aux autres, fait que voilà, il y a une force collective qui prend le dessus. Et donc on imagine qu'il y a un véritable besoin d'alchimie entre les joueurs. Ouais. Et finalement, comment vous arrivez à former ce groupe soudé alors que les joueurs passent toute l'année dans leur club, dans leur propre confort, leur propre style de jeu et leur propre réalité? Comment vous parvenez à former ce groupe soudé en si peu de temps? Ben déjà, il faut des joueurs qui aient déjà ça en eux, le fait d'avoir conscience, et c'est le cas, je dis pas que ça n'a pas été toujours le cas, mais aujourd'hui, lorsqu'ils portent le maillot de l'équipe de France, ça leur impose des devoirs. C'est pas non plus une pression, c'est un plaisir bien évidemment, mais de par tout ce qu'ils peuvent faire, notamment par rapport aux jeunes générations qui peuvent s'en inspirer. C'est mieux quand c'est dans le bien plutôt que dans le mal, parce qu'ils sont pas aussi personne n'est parfait, et ils peuvent faire des choses des fois qui sont négatives. Donc c'est un puzzle à construire. Mais un puzzle, c'est négatif, parce que là, je parle d'êtres humains, chez des hommes, des jeunes hommes, voire des pères de famille, mais des êtres humains avec des caractères, des personnalités différentes, qui sont là tous en ayant à l'esprit le haut niveau, c'est-à-dire être des compétiteurs. Ils sont pas là pour eux, ils sont là pour gagner. Ils ont ça en eux, ils sont habitués déjà dans les clubs où ils sont. Et la parenthèse équipe de France par rapport à leur quotidien, ben, ils retrouvent un cadre de vie, un cadre de travail qui est différent. Évidemment, c'est ma responsabilité de le définir pour l'ensemble du groupe. Et de par le vécu, l'expérience, le fait quand ils arrivent pour la première fois, comme c'est le cas aujourd'hui pour 3 d'entre eux, ben, ils sont un peu plus dans la réserve. Ils savent pas, et je sais pas s'il y aura des lendemains qui seront heureux, mais pour moi, sélectionneur, quand j'ai un noyau dur, comme on appelle, qui est représentatif, qui a un vécu ensemble, c'est important pour le groupe, ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir des nouveaux, des plus jeunes qui arrivent. C'est pas figé, mais ça passe aussi par des discussions, des entretiens individuels et des discussions collectives. Et ça, ce sont des paroles, et après, c'est par rapport, ce qui est important, les paroles, c'est bien beau, mais ça doit être surtout confirmé par des actes. Alors, ça se passe à travers les matchs, ça peut être avant, après aussi, c'est des moments qui viennent renforcer ça et cultiver, développer cet état d'esprit, et le fait que, voilà, être international, représenter le peuple français, ils ont une responsabilité.
Bonjour Guy Stéphane. Bonjour. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle au sein de l'équipe de France? Donc, je suis l'adjoint de Didier Deschamps depuis 13 ans maintenant, 10 ans en équipe de France et quasiment 10 ans et 3 ans à l'Olympique de Marseille avant. Mon rôle, c'est de lui faciliter la tâche au maximum. C'est-à-dire de lui apporter des éléments dans la semaine sur ce que je peux voir, évidemment de participer à l'entraînement, évidemment de participer aux formations d'équipe, à des choix de joueurs, étant entendu que c'est évidemment lui qui a le choix in fine. Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est un réducteur d'incertitude pour lui, parce qu'il faut avoir le maximum d'éléments pour prendre la bonne décision, pour préparer l'équipe qu'elle soit la meilleure possible. Voilà, c'est un peu tout ça. Et ces joueurs, justement, deviennent souvent de véritables célébrités, surtout en équipe de France. On peut penser, par exemple, à Kylian Mbappé, Karim Benzema, Paul Pogba, pour ne citer qu'eux. Est-ce que c'est vraiment difficile de gérer des stars, des jeunes de 20 ans qui sont déjà multimillionnaires? Et comment vous faites pour gérer les égos de chacun d'entre eux? Écoutez, ils n'ont pas tous 20 ans. Dans ce que vous avez cité, il y en a, ils ont presque le double. Pas loin, mais non, après, c'est l'exposition médiatique. J'ai connu ça dans ma première vie, mais pas sûr que vous étiez né, ou à peine. Il y a la bascule aujourd'hui d'être aussi dans le côté people, évidemment, dans ce qui est marketing. Donc on les voit plus, c'est pas que des joueurs de foot, c'est plus que ça. Je vais pas rentrer dans la rémunération quelle qu'elle soit, mais leur passion c'est leur football, et je vous le dis en toute sincérité, comme j'ai eu, parce qu'on me pose souvent ça, ça doit être dur de gérer avec leur ego. Je vous assure, c'est plus difficile de gérer des joueurs qui n'ont pas leur niveau et qui pensent qu'ils sont à leur niveau. Eux, ils sont là pour ça. Évidemment, ils ont tous envie d'être importants. Ça passe, ils le sont pas tous au même niveau, mais à un moment, ils sont tous importants, et de par la considération que je leur accorde, de faire en sorte, même si par moment c'est difficile quand il y a un joueur qui joue pas, lui dire qu'il est important, mais il est là, alors qu'il y en a peut-être des centaines qui voudraient être à sa place. Après, je m'adapte dans le management, parce qu'ils ont pas la même histoire. Ils n'ont pas la même culture, sans parler de l'aspect religion, les mêmes sensibilités. Donc, j'ai un discours collectif, mais après, dans les discussions individuelles, je dis pas la même chose et de la même façon en utilisant les mêmes mots. Ce qui est important pour moi, c'est, au-delà des footballeurs que tout à chacun est capable de pouvoir juger, c'est de bien connaître l'homme, le côté humain, pour justement ne pas aller sur certains domaines, ou voilà, connaître bien le caractère et la personnalité de chacun. On va parler de la fierté nationale, et donc le sport, et particulièrement le football, on le voit en ce moment en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie, est un levier diplomatique. Les Russes sont privés de Coupe du Monde pour le moment. Il n'y a pas que le football, il y a d'autres. Oui, bien évidemment. Mais le sport, oui, fait. Le sport, c'est pas la politique, mais le football, non pas que les autres sports soient moins importants, mais c'est le sport le plus populaire, qui est certainement le plus médiatisé aussi. Donc, par moment, il y a un peu d'interférence. Quand c'est dans le bien, ça arrange certaines personnes. Quand ça va moins bien aussi, voilà. Mais bon, il peut avoir une différente récupération par rapport médiatique ou autre, par rapport au football, mais ça a un poids. Et du coup, en portant les couleurs de la France, vous avez un devoir de représentation nationale. Oui. Et qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça implique, selon vous? Au-delà de la fierté que peut représenter pour chacun d'entre nous de porter haut et fier ces couleurs, le bleu, blanc, rouge. Après, moi, il y a un mot que, voilà, pour moi, être des exemples, oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont un rôle d'exemple, d'être des exemples pour les plus jeunes générations. Mais il y a un mot que j'aime pas, c'est exemplaire.
Alors si vous me trouvez quelqu'un qui est exemplaire, mais de A à Z, vous me le présentez. Oui. Et ce sont des êtres humains avec leurs points forts, leurs points faibles. Ils peuvent avoir des problèmes en dehors du football aussi, dans leur vie privée. Et ça peut arriver qu'il y ait des choses négatives. Donc c'est ce côté exemplaire que j'aime pas. Mais ce devoir de représentation, par respect, parce que représente ce maillot-là, c'est la plus belle chose qui peut leur arriver au niveau sportif et professionnel, et ils représentent leur pays, la fierté d'être français et le bleu blanc rouge, qui se matérialise évidemment avant chaque match par l'hymne de la Marseillaise, même s'ils peuvent avoir des parcours, des origines différentes, ils sont tous français. Et par rapport à ça, au-delà de la fierté, oui, il y a, comme je l'ai dit, des devoirs. Et par rapport à ça, ok, ils reçoivent beaucoup en contrepartie, comme on a pu le vivre à travers les succès, où c'est un partage d'émotions, de joie, de bonheur. Mais il y a plein de petits moments durant l'année où ils ont ces devoirs-là aussi. Tout le monde connaît l'équipe de France, évidemment, depuis surtout 2018. Vous Oui. qui évoluez avec eux quotidiennement, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe de France, ce collectif? Ben, elle a beaucoup évolué, beaucoup changé. Par exemple, là, dans ce rassemblement, alors il y a quelques blessés, évidemment, quelques changements, mais il n'y a que 9 champions du monde sur les 23 joueurs. Il n'y en a que 9. Donc ça veut dire que ça bouillonne un peu à l'intérieur de l'équipe et qu'il y a des nouveaux joueurs. Il y en a par exemple 10 là sur les 23 aujourd'hui qui ont moins de 10 sélections. Donc ce sont des nouveaux qui apportent leur fraîcheur, qui apportent leur enthousiasme, voilà. Mais il reste évidemment des champions du monde, des joueurs comme Hugo Lloris qui était là, Raphaël Varane, Kylian Mbappé, Paul Pogba, etc. Ce sont des joueurs qui ont participé à ce fameux titre de 2018 et qui évidemment amènent toute leur expérience et leur qualité. Et on en parlait avec Didier Deschamps, il y a des centaines de joueurs qui rêveraient d'intégrer ce collectif, Ouais. et qui auraient peut-être d'ailleurs le niveau pour l'être. Comment vous faites votre sélection? Qu'est-ce que vous recherchez comme qualité chez les joueurs et comment vous en différenciez un d'un autre? C'est un ensemble de qualités techniques, physiques, mentales, psychologiques, la capacité de faire des efforts intenses, de répéter les efforts intenses, l'intelligence dans le jeu, enfin, tous ces facteurs qui font que la carrière d'un joueur est réussie ou pas. Après, il peut arriver que des joueurs, par une émotivité trop forte, ont du mal à s'exprimer pendant les matchs. Ils sont meilleurs à l'entraînement que pendant les matchs. Ça peut arriver aussi, ça. Donc, il faut arriver à déceler. Il faut trouver des moyens pour améliorer tout ça. Mais on suit un certain nombre de joueurs tout au long de l'année, environ une cinquantaine, mais ça peut être un peu plus, un peu moins. Et puis, la liste peut varier. Voilà, après, c'est la capacité du joueur à pouvoir intégrer un groupe avec un état d'esprit, une solidarité. C'est tout ça aussi la force d'un groupe, et c'est en particulier ça qui nous a permis d'être champions du monde. Les images des Champs-Élysées remplis après les Coupes du Monde 98 et 2018 notamment. Comment vous pouvez expliquer que, en tant que sélectionneur donc, de l'équipe de France, que la Coupe du Monde soit un des seuls moments où les Français se réunissent derrière une équipe et dont elle est fière? On a beaucoup de fidèles supporters, il y a énormément de supporters de football et de l'équipe de France. Mais ponctuellement sur une compétition, même les personnes qui n'ont pas de connaissances ou pas d'affinité avec le football, elles sont prises par l'événement parce qu'elles ont des personnes autour d'elles dans leur vie ou quoi, et qui fait que il faut aller au bout de la compétition, et à travers la victoire, ça draine encore plus, ça incite encore plus de personnes à s'y intéresser, et des gens qui sont pas connaisseurs des personnes, que ce soit femmes, hommes, peu importe, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, et qui par l'événement, c'est l'événement qui, comme tout événement, mais la Coupe du Monde, c'est l'événement sportif qui est certainement l'un des plus regardés. Je ne vais pas dire le plus regardé, parce qu'après, il peut y avoir les Jeux Olympiques, c'est des grands moments, et certaines disciplines où on n'a pas spécialement d'affinité. Si à l'équipe de France, mais quand
ils sont sur une finale ou en sport individuel ou sport collectif, ben, il y a plus de monde qui est derrière là, elle, et qui la soutient. Pour poursuivre, on aimerait aborder avec vous la passion du sport qui nous anime, celle qui fait vibrer le pays. Et pourtant, aujourd'hui, tout semble fondé plutôt sur l'apparence, sur le momentané, sur l'éphémère. La passion peut sembler s'être éteinte, ou en tout cas avoir perdu de son essence. Notamment, on peut penser à la Super League, qui a été dénoncée par des supporters récemment, avec les intérêts financiers énormes qu'on retrouve derrière. Et pourtant, l'histoire prouve que c'est la passion, le travail acharné qui restent les clés de la réussite, surtout dans le football où la concurrence est rude. Alors, qu'est-ce que vous essayez d'enseigner à vos joueurs sur ce point-là? Et pour vous, ça veut dire quoi jouer avec le cœur, et quelle attitude cela implique sur le terrain? Après, c'est une question de génération aussi. Les nouvelles technologies font aujourd'hui, et il y a des bons côtés, et il y a des mauvais côtés aussi qui amènent à un peu plus d'isolement. Dans le monde virtuel, il faut vivre avec son temps, mais dans le sport, la passion, c'est le moteur. Et il n'y a pas plus de passion dans les années 50, 80. C'était différent. Le monde était différent, les mentalités différentes, les cultures étaient différentes. La passion, c'est toujours le moteur numéro un, même si certains peuvent dire non. Et bon, après, ceux qui n'aiment pas le football, en l'occurrence, peuvent dire oui, ils sont plus intéressés par l'argent. Non, c'est le fait de faire leur métier. Après, ils sont plus ou moins, passionnés par le football en général. De regarder, ils peuvent aimer faire et tout faire pour faire la plus belle carrière possible, passer plus ou moins de temps à regarder le monde du football extérieur. Ça, après, c'est tout à chacun, tout dépend des caractères et des personnalités, mais le monde du sport et le football en particulier, on est un monde de privilégiés. Parce que, moi, je vous le dis sincèrement, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, je considère que j'ai jamais travaillé dans ma vie. Travailler, c'est autre chose. Le sportif de haut niveau, il a deux avantages. Il a deux vies. Il y a une vie en tant qu'acteur et il y en a une deuxième. La deuxième est censée être beaucoup plus longue parce qu'il y a la limite d'âge forcément. Mais après, la deuxième chose où il est privilégié, c'est qu'il a la possibilité de faire de sa passion son métier. Et il y a peu de personnes. Peu. Et je respecte. Il y en a qui sont obligés de faire certaines choses parce qu'ils n'ont pas le choix. Là, c'est une passion. C'est du bonheur et c'est du quotidien. Alors, c'est pas toujours simple. Il n'y a pas que des histoires belles. Il peut y avoir des histoires aussi tristes, douloureuses. Mais faire partie de privilégiés hier et encore plus aujourd'hui, il faut quand même en avoir conscience. Et pour finir, nous aimerions évoquer un thème avec vous, l'éducation. Oui. Parce que vous parlez souvent de la nécessité justement d'apprendre la frustration, l'adversité et la détermination, surtout pour ces jeunes générations qui semblent tout vouloir tout de suite. C'est un défaut. Ouais. Ça peut être une qualité, il ne faut pas leur enlever ce mérite-là, de vouloir la capacité, je parle dans le sport, aujourd'hui à 18 ans, ils vont dans les très grands clubs. Même moi, ça remonte, mais ça se faisait pas, mais ça les empêche pas de réussir. Après, dans le monde de l'entreprise, ça peut être ça aussi. Là, c'est peut-être un peu too much, mais à 20 ans, il veut prendre la place du patron. Peut-être il va y arriver. Il faut quand même un petit peu de temps, mais c'est aussi moi, il y a toujours le côté le verre à moitié plein et à moitié vide. Moi, je prends toujours le verre la moitié pleine et travailler là-dessus. Le reste, voilà. Moi, je préfère regarder le côté. Ça passe par évidemment et où le monde amateur, parce qu'il y a deux. Après, on essaye de les opposer. Il y a le football amateur et le football professionnel. Mais celui qui est essentiel et qui permet à l'autre de vivre, c'est le football amateur. Alors évidemment, il est beaucoup moins mis en lumière que le football professionnel, qui est très médiatisé. Mais c'est là, à la base, toutes les personnes, les bénévoles, les éducateurs, les dirigeants qui sont au contact des jeunes qui commencent à 5, 6, 7 ans, c'est là où on leur donne les bases. C'est pas à 18 ans ou à 20 ans, s'il n'y a pas eu, c'est très difficile de corriger. Et ces gens-là sont
sont essentiels. Et eux aussi, ils sont animés par cette passion. Alors évidemment, à 15 ans, vous voyez pas la même chose qu'à 20 ans, à 25, à 30, à 40, à 50. Mais il y a une évolution qui est liée aussi à ce qui se passe sur le terrain. Par moments, on pense que les joueurs, ce sont des robots, des machines. C'est des êtres humains. Ils sont aussi impactés par ce qui peut se passer dans leur vie de tous les jours et qui ont une influence après sur le terrain, parce que le corps est fait comme ça. Je vais pas vous donner de leçons par rapport à ça. C'est pas les jambes, c'est la tête. C'est la tête qui commande les jambes. Et si la tête ne va pas, les jambes vont pas suivre. Donc voilà, ce travail est essentiel dans les catégories de jeunes, adolescents, d'accompagnement pour les préparer à ce qu'est le haut niveau, le très haut niveau. Et donc finalement, ces valeurs, si on revient sur donc la frustration et la détermination, vous semblez les transmettre aussi bien en tant que sélectionneur qu'en tant que père. Oula. Et je voulais juste... Je vais faire venir mon fils. Et je voulais juste savoir quels sont les points communs que vous avez trouvés par l'expérience, etc., entre ces deux métiers, parce que je considère qu'être père, c'est un métier. Et quels sont les points communs Non, c'est pas un métier, on a des devoirs aussi. Après, tout dépend des enfants qu'on a. Chacun choisit sa propre philosophie de vie, et son éducation. Et il y en a des parents qui peuvent tout bien faire, et malheureusement, ça se passe mal. Moi, je déconnecte. J'ai ma vie professionnelle et j'ai ma vie privée. Pour moi, c'est pas un travail d'être papa, c'est une responsabilité. Oui, métier, je l'entends pas dans le sens où vous effectuez un travail. Non, mais c'est une responsabilité. Oui, qui sont pas les mêmes, parce qu'il y en a une qui est médiatique, l'autre elle est plus viscérale, c'est son propre sang, c'est son fils. Moi, j'en ai qu'un, donc il est fils unique, donc voilà, de faire en sorte de le préparer à ce que va être la vie et qu'il suive sa route, l'accompagner, bien évidemment. Mais pour lui, oui, par contre, c'est moi je fais la part des choses. Lui, bon, maintenant il est à un âge, quand on est adolescent et tout ça, et qu'on est en scolarité, fils d'eux. C'est pas toujours évident à vivre pour les enfants. Mais c'est pas, les deux sont pas incompatibles. Et moi, sincèrement, je l'ai déjà dit, d'être confronté à cette nouvelle génération dont il fait partie, avec mes joueurs, de l'avoir au quotidien, ça m'a aidé dans la manière de s'entraider, la manière qui sont différents. Bon, je vais pas te dire une de ses expressions favorites quand je lui parle de quelques années en arrière. Il me dit, papa, c'était le temps de la préhistoire. Pas tout à fait, mais bon, voilà, il faut vivre avec son temps et des petites choses. C'est pas un copier-coller, c'est pas le même monde, mais voilà, il y a beaucoup de similitudes. Ce que je suis convaincu, c'est que c'est pas à la nouvelle génération à s'adapter à moi, c'est à moi à m'adapter à eux. Voilà. Même si c'est moi le responsable, moi je vois les choses de cette façon-là, et les libertés d'aujourd'hui, ces connexions ou connectivité, je sais pas quel est le mot le plus juste, enfin, ce monde connecté, moi je l'ai pas connu, c'est mieux, c'est différent. Et ça amène à des comportements différents, à des choix différents. Il faut s'adapter à ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et qu'est-ce que ça fait de travailler avec Didier Deschamps? C'est quelqu'un déjà de très compétent. C'est quelqu'un qui aime l'échange. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions au meilleur moment. Il a une bonne relation avec ses joueurs, c'est important aujourd'hui. Il s'est délégué également sur l'entraînement, etc. Il s'est délégué, ça lui reste du temps et de l'énergie pour discuter avec les joueurs. C'est un facteur important aujourd'hui dans l'entraînement, que ce soit dans un club ou dans une sélection nationale. Et bien sûr, c'est très agréable de travailler avec lui. Et pour finir, on demande souvent à Didier Deschamps qui est son petit chouchou de l'équipe. Oui. Et donc, si on regarde sur les champions de 2018, qui est le vôtre?
Je ne sais pas ce qu'il a répondu, mais c'est difficile de dire ça parce que naturellement, on aime nos joueurs. S'il n'y a pas ce côté affectif en dehors du fait que, il y a un moment, il faut prendre des décisions parce qu'ils sont 23, il y en a que 11 qui jouent, donc il y en a 12 qui sont pas contents, forcément. Et il y en a 5 qui vont rentrer parce que maintenant on a le droit à 5 changements. Mais il y en a d'autres qui vont rester sur le banc et qui vont pas participer au match. Donc on a une relation un peu particulière avec eux. Je vais pas vous donner de noms parce que parce qu'il y en a plusieurs, parce que ça va être à un certain moment, on va préférer un joueur qui est plus jeune, peut-être plus sensible, et à un autre moment, on va se sentir plus proche d'un joueur plus expérimenté. Donc c'est l'ensemble qui fait que on aime nos joueurs et on fait en sorte qu'ils aient la gagne en eux, quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Hugo, je peux vous appeler Hugo? Ouais. En tant que capitaine, vous portez un rôle de manager au-delà de la position d'Didier Deschamps de sélectionneur. Donc vous êtes une des voix que les joueurs écoutent. Finalement, on avait une question à vous poser. Quel message vous portez à vos coéquipiers et quel est l'état d'esprit que vous voulez leur transmettre? On écoute souvent ces sensations, ces feelings. Donc ça dépend des matchs, ça dépend des situations, ça dépend des périodes. Mais on a cette responsabilité-là d'être présent au sein d'un vestiaire, sur un terrain. Et toujours en essayant de véhiculer un message positif. Alors il y a bien sûr l'aspect leader, mais il y a également la demande du sélectionneur ou de l'entraîneur. Je parle de tactique, je parle de schéma de jeu ou de demandes assez particulières. Et ça, il faut vraiment en avoir connaissance pour être dans le droit chemin vis-à-vis de ses partenaires. Mais ensuite, après, c'est lié à son feeling. Mais la voix est importante. Le message doit être important, donc c'est pas forcément de nature. Je suis de nature assez réservée, donc j'essaie d'être présent au bon moment par le bon message. Après, chacun est propre à soi-même par rapport à son profil, par rapport à sa personnalité, mais en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de répondre aux attentes. Ouais. On avait une autre question. On a pu voir dans certains matchs, notamment récemment avec le PSG, une équipe qui a le match en main et qui finit par finalement paniquer, perdre ses moyens. D'un point de vue extérieur, vous êtes plutôt une figure de calme. Et quel mot faut-il avoir dans ces moments-là pour ne pas que ça arrive? Qu'est-ce que vous diriez à ces équipes? C'est difficile d'être au top sur le plan collectif. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et on se rend compte que tout peut basculer en quelques secondes. L'aspect confiance est un facteur assez important dans le sport. L'aspect mental également. Et comment répondre à ces attentes. Le mental, on le trouve dans la difficulté. Et à travers certaines expériences et du vécu. Il y a beaucoup d'attentes sur les épaules des Parisiens. C'est normal, il n'y a que des grands noms, des stars, mais on oublie parfois que le plus important, c'est l'équipe, et qu'une équipe ne peut pas se former en 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, juste en rajoutant des joueurs, même si ce sont des joueurs hors normes. Il faut laisser du temps, il faut vivre des expériences, il faut peut-être passer parfois par des moments difficiles comme ils ont pu le faire ou vivre à Madrid, mais forcément il faut qu'il y ait un aspect constructif et qu'il y ait une suite derrière. Faut pas tout, il n'y a pas tout à jeter après un événement comme celui-ci. Et donc si on revient sur Didier Deschamps, il était lui aussi capitaine et il a remporté donc, la Coupe du Monde en 98. Est-ce qu'il vous a donné des conseils particuliers par rapport à cette responsabilité qui est être capitaine de l'équipe de France? Non, pas forcément de conseils, mais on apprend beaucoup à ses côtés. Quelque part,
derrière l'entraîneur, derrière le sélectionneur, il y a également cette âme de leader qui l'anime et on le ressent au quotidien, de par sa présence, de par ses mots, de par ses speeches devant l'équipe. Et quels que soient les événements. On a vécu des événements plus difficiles, on a vécu d'autres somptueux de par de grandes victoires. Il y a toujours cette volonté de trouver les solutions, toujours cette volonté de se remettre en question et de ne pas tomber dans le confort. Et puis après, ce qui nous guide avant tout, c'est la compétition, c'est le jeu, c'est le terrain. Et lorsqu'on parle de capitaine, la légitimité, on l'a acquis avant tout sur le terrain, par la performance. Et ensuite, bien sûr, de par sa nature, de par son profil, de par sa personnalité, on peut être amené à amener quelque chose en plus en dehors du terrain à ses coéquipiers ou à son équipe. Et en quoi Didier se démarque-t-il des autres coachs? Il a le sens du détail. Avant tout, je crois que c'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour la réussite collective. Tous ses choix sont faits non pas pour son plaisir personnel, mais avant tout pour la réussite d'une équipe. Donc il y a toujours cette recherche de construire un collectif, un choix d'individus, un profil de joueurs pour créer la meilleure équipe possible, le meilleur groupe possible. Et ensuite, ce qui l'anime, c'est la victoire. Mais je pense qu'on retrouve ça chez beaucoup de sportifs de très haut niveau. Ou d'anciens sportifs. En petite dernière question, quel capitaine vous voyez pour les Bleus? Quel joueur, d'après vous, pourrait par exemple vous succéder au capitanat? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Raphaël Varane, mais qui a déjà, bon, il est vice-capitaine depuis un certain moment. Après, il n'y a pas une personnalité bien précise. Je pense que Paul peut également peut en faire partie. Kylian peut peut-être le devenir un jour. Il est toujours dans une phase de construction, mais il a l'avenir devant lui. Et puis il a cette intelligence, il a cette personnalité. Et peut-être qu'un jour il sera amené à l'être. Donc je crois que si on regarde à ce niveau-là, lorsqu'on parle de l'équipe de France et lorsqu'on prend les joueurs individuellement, ce sont les meilleurs joueurs français, donc quelque part, dans chacun d'entre eux, on retrouve ce leadership et on peut assimiler le brassard à beaucoup d'entre eux.